I won more premierships alone. To be honest, we get fed up with it. Your job is to tell the truth, right? That's your job. Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. I look at you, not because you give information, I don't know if it's you. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. On est de retour aujourd'hui avec un nouveau podcast européen. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on pourrait appeler le Mourinho-ko ou le Boasico, voilà, selon l'humeur et la vie. Et cette rencontre, c'est bien Chelsea-Porto, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Pour en parler, nous accueillons Rémi Martin. Salut Rémi. Salut. Du coup, Rémi Martin, journaliste en herbe, on va dire ça comme ça. Tu peux te présenter un peu ? C'est ça, moi je suis journaliste, hein, et du coup j'ai un petit site internet sur lequel je publie des interviews à chaque fois en lien avec le football portugais, et le championnat portugais, et à chaque fois en portugais et en français. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous êtes intéressé par le football portugais, vous parlez portugais et vous voulez voir des interviews exclusives, c'est bien ça ? Exclusives ? C'est ça, rmjournaliste.com. Voilà. Donc de toute façon, on mettra ça en description pour ceux que ça intéresse. Donc, on va commencer tout de suite avec ce focus sur Porto. Et moi, j'aimerais revenir sur ce magnifique huitième de finale face à la Juve. Match aller très bon tactiquement. On en parlait d'ailleurs en off et au retour. De manière forcée, mais c'était forcé, mais voilà, on a vu un match de caractère du Porto face à la Juve. Et voilà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Porto-là ? C'était vraiment un Porto qui savait où il voulait aller. Moi, j'ai envie de dire que Porto a fait, comme on aime le dire au Portugal, un match à la Porto. Le match aller, tactiquement, il a été très 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 bien joué. Au milieu de terrain, le Porto a pris le contrôle du milieu de terrain, le pressing intense et haut, ça a vraiment perturbé la Juventus. Et après, c'est surtout ce qu'on a remarqué, c'est cette défense à 5 qui prenait place lorsque la Juventus avait la balle, surtout le côté Cristiano Ronaldo au match aller. Et au retour, c'était une défense à 6 même qui se formait. Mais voilà, après l'exclusion, ça a un petit peu bouleversé la fin de match, mais c'était Porto forceps, c'est surtout dans le caractère, a réussi à créer cet exploit, parce que même si la Juve c'est pas le niveau jeu, c'est pas la même Juve qu'avant, mais ça reste la Juventus, et très peu croyaient en ce FC Porto, donc c'est quand même un bel exploit. Ouais, c'est vrai que c'est un très bel exploit, et moi j'ai trouvé quand même une évolution au niveau du caractère, de la mentalité, parce que la dernière fois que j'ai vu Porto dans un grand match européen, c'était face à Liverpool, et je me souviens d'un début de match de Porto qui était très convaincant. 20 premières bonnes minutes, c'était le match retour de quart, je crois, de la saison 2018-2019, si je me trompe pas. C'est ça, ok. Et du coup, t'as un très bon match, très bon début de match, 20 premières minutes qui étaient parfaites, avec du rythme, avec de l'intensité. T'avais Liverpool qui arrivait pas à se mettre dans le match. Et d'un coup, en fait, sur, on va dire, un choke défensif, t'as Sadio Mané qui vient punir les Dragons. Et c'est vrai que ça, en fait, j'ai l'impression que tu pourras plus forcément le retrouver avec cette équipe-là, avec cet entraîneur-là. On pense quoi ? Oui, Porto, c'est vraiment la différence, c'est que défensivement, en Ligue des Champions, Porto, c'est très costaud. Et on avait l'impression que ce soir-là, tellement les joueurs défendaient en groupe, avec un bloc quand même très compact, et chaque joueur savait ce qu'il devait faire. Mais ouais, c'est vrai que défensivement, Porto est plus serein. Quand on voit, c'était avec le Roulen Lopetegui, que Porto gagne 3-1 en quart de finale face au Bayern, et qu'ensuite va en Allemagne et s'en prend 6, même s'il n'y avait pas les latéraux Danilo et Alex Telles, c'était un peu fébrile. Et au final, ce match-là, quoique en regardant le match, on a peur quand même que la Juve se mette à dérouler un petit peu, oui. Mais ça tient, au fil du match ça tient, et après jusqu'au coup franc, ça a tenu, donc
c'est vraiment positif et ça a été souligné vraiment par tout le monde. Oui. Et justement, tu t'as parlé de ce coup franc qui est tiré par Sergio Oliveira. Enfin, j'ai l'impression qu'il incarne justement cette équipe-là au niveau de la technique, au niveau du leadership. En Angleterre, on parle d'un joueur qui fait beaucoup de pré-assist. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ouais. Voilà, Il fait la passe au joueur avant qu'il fasse la passe. voilà, c'est moi, il m'a l'air d'être un très bon joueur pour faire ça en fait, pour trouver le décalage, pour trouver l'espace pour le joueur qui va ensuite la passer au buteur. Du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ce joueur-là parce qu'en France, on le connaît un peu par rapport à son passage au FC Nantes et qui a été un peu difficile si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Bah, il y a eu une petite blessure aussi qui l'a pas aidé. Mais ouais, Oliveira, c'est vraiment un joueur du FC Porto, qui a le caractère du FC Porto. Et il a mis du temps. Il s'est pas révélé tardivement parce qu'on le connaissait, mais à s'imposer, il a mis du temps. Et les prêts ont quand même été bénéfiques et surtout le fait que Conceição lui donne de la confiance, ça l'a beaucoup aidé. Il a le brassard, il a des nouvelles responsabilités, il tire les coups francs, il tire les pénaltys. Et voilà, il a mûri, il est plus mature et ouais, ses passages même en Grèce, ça l'a forgé. Il a un caractère vraiment du FC Porto. Et bah, il a donné une interview justement récemment et il dit ouais que Conceição l'a quand même beaucoup aidé et que maintenant il se sent vraiment prêt à endosser toutes ces responsabilités. Donc c'est vraiment un joueur qui s'est révélé, qui s'est imposé vraiment l'année dernière et là cette année il est encore plus décisif. Oui, et d'ailleurs, tu penses qu'il pourrait enfin s'immiscer dans le 11 du Portugal aux côtés d'un certain Bruno F par hasard? Bah, il est convoqué de façon régulière, donc c'est positif pour lui. Il a clairement sa place à jouer pour l'Euro, parce que capitaine du FC Porto, décisif dans les grands matchs et très constant. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas à l'Euro. Et après ça va se jouer. Il y a Moutinho aussi qui est quand même très bon en sélection. Il y a Neves qui n'est pas tellement présent sur tous les matchs en sélection, n'est pas à son juste niveau. Et lui, quand il joue, bah, il apporte quand même quelque chose. Récemment, pas lors de cette trêve-là, mais la trêve d'avant, internationale, il avait fait une très très bonne entrée. Donc il y a pas de raison. Je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Ouais, surtout que là tu as fait penser, mais c'est vrai que Ruben Neves a une saison plutôt compliquée ces derniers temps, et c'est vrai que lui pourrait en profiter. Oliveira pourrait en profiter. C'est ça. Ouais, du coup, on va pouvoir parler un peu de Porto, présenter un peu ce club, bon, qu'on connaît tous forcément parce que ça reste un grand club européen. Je voudrais commencer avec cette saison en fait et parler un peu de ce qui s'est passé l'été dernier. J'imagine, comme tous les clubs européens, ils ont été touchés par ce football Covid. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça a été géré et s'il y a eu des changements dans la direction? En fait, juste après le confinement, on va dire entre guillemets mondial, quand ça a repris, enfin Porto a quand même bien géré ça. Justement, j'ai pu discuter avec son adjoint du coup, Siramana Dembélé, qui me disait que il y a aucun joueur, contrairement à d'autres clubs qui sont partis en vacances ou pas en vacances, mais qui sont rentrés chez eux. Tout le monde était chez soi, tout le monde travaillait physiquement et avec ballon. Chaque jour, il y avait des réunions avec les joueurs pour savoir comment ils allaient, comment tout devait se passer. Ils recevaient des programmes d'entraînement. Et du coup, quand ils sont revenus, bah, même si il y a eu des défaites du coup, mais les joueurs avaient quand même ce rythme-là, donc ça a quand même été très très bien géré de ce côté-là. Et après, ouais, les supporters n'ont pas pu être présents dans le stade, mais il y a eu vraiment, comme ils aiment l'appeler, une marée bleue qui s'est formée, enfin qui est toujours là, mais qui a été présente, qui faisait des déplacements. T'avais le bus qui se déplaçait, les supporters étaient derrière en moto. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé à ce moment-là, et on sentait que le titre ne pouvait pas échapper, même si Porto Benfica faisait que
de se regarder et quand l'un perdait, l'autre perdait. Mais Porto a quand même réussi à remporter ce titre. Et après, du côté de la direction, il y a Pinto da Costa qui a été réélu. C'est quand même une bonne chose parce que c'est un président, comme on dit, tu sais ce que tu perds, tu sais pas forcément ce que tu gagnes. C'est un président qui n'a pas peur de dire les choses, il a toujours tout donné pour le FC Porto et quand il faut, récemment, il y a eu des polémiques sur l'arbitrage, c'est lui qui s'est rendu en conférence de presse et qui a dit personne ne va nous, voilà quoi, ne va nous mettre à terre. Et voilà, c'est quand même un président qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, voilà, tu sais ce que tu gardes. Et même si voilà, il y avait des supporters qui voulaient du changement, mais voilà. Ouais. Pour l'instant, ça se passe quand même bien au niveau de la direction. Le président est apprécié de beaucoup. Oui, après c'est vrai qu'en général, que ce soit en foot ou en politique, hein, quand t'es réélu c'est le président le plus titré du monde. Voilà. Donc, c'est top. Donc oui, forcément, ça aide niveau confiance et aussi dans l'idée que que la politique de la personne en question est bonne et fonctionne. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu me parler de cette saison du Porto qui est, on va dire, c'est quand même assez inattendu, mais elle a été un peu mitigée si je ne me trompe pas. En fait, ce qui est bien, c'est que là, on peut faire la comparaison avec la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, tout est fait, toujours et sérieusement, mais tout est fait tactiquement, c'est bien fait. Les joueurs ont une motivation supplémentaire. Et en championnat, surtout au début du championnat, avant que le Sporting vraiment... parce que tout le monde pensait que le Sporting allait tomber au début. Mais ils ont quand même réussi ils sont toujours invaincus. Mais vraiment, ouais, il y a eu deux visages et en championnat, ça n'allait pas forcément. C'était surtout la transition entre l'attaque et la défense, enfin la transition défensive qui se passait pas tellement bien parce que Oliveira justement et Uribe, ils sont assez offensifs, surtout cette saison. Et du coup, Porto se prenait quand même beaucoup de contres et beaucoup de buts en contre et beaucoup de buts dans les 20 premières minutes. Mais là, voilà, il y a quelque chose quand même qui est en train d'être réglé à ce niveau-là. Porto prend quand même moins de buts. Et après, ouais, c'est sûr que cette saison, il y a eu beaucoup de polémiques sur l'arbitrage. Les joueurs avaient quand même beaucoup de fois la tête, on va dire, pas sur le terrain à cause de ça. Et ça joue forcément l'arbitrage. Peu importe les décisions et autres, mais ça joue forcément dans la tête des joueurs. Mais après, oui, c'est sûr que cette saison, Porto aurait pu faire mieux, mais personne ne s'attendait à ce que le Sporting, sans forcément être le, on va dire, jouer le plus beau football, parce que je pense que c'est quand même Braga, mais Sporting a été quand même très constant et on a l'impression que c'est pour eux cette année. Et on va voir, pour les joueurs y croient encore, quand c'est ça où ils croient encore. De toute façon, comme il l'a dit, tant que mathématiquement c'est possible, ils vont y croire, mais c'est compliqué. 10 points, c'est compliqué. Oui, en plus 10 points, il reste 10 journées, je crois, aussi, comme dans tous les championnats, j'imagine. C'est ça, oui, c'est ça. Pardon. Donc ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Et du côté de Porto, en fait, est-ce que ça peut être vu comme une saison un peu, comment je pourrais dire ça, mauvaise en cas de saison blanche? À Porto, quand tu ne gagnes pas, c'est forcément une mauvaise saison parce que tous les supporters veulent le titre, tous les joueurs veulent le titre. Et justement, Oliveira, il a parlé dans une interview hier et il le dit, c'est quand tu ne gagnes pas, t'as envie de gagner. C'est ce qu'il dit, quand tu gagnes, t'as envie de gagner, quand tu ne gagnes pas, t'as envie de gagner. Et forcément, ça sera pas une saison réussie. Mais le parcours en Ligue des Champions, ça rattrape quand même un petit peu la chose. Mais il y aurait pu avoir peut-être une coupe en plus. Il y a eu la Super Coupe, mais du coup, c'est pour la saison dernière, du coup. Mais ouais, ça aurait pu être mieux. Mais le parcours en Ligue des Champions aide quand même beaucoup. C'est un parcours quand même exemplaire, donc ça aide quand même beaucoup. Oui, et de toute façon, après moi je parle de saison blanche, mais voilà, on sait jamais. Peut-être que le Porto peut aller jusqu'au bout. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un club qui l'a remporté 2 fois, la Ligue des Champions, donc voilà, ce serait pas inouï de les voir le remporter cette année. Oui.
À partir de là, tout est possible. Hein. Oui, c'est vrai. Je voulais aussi un peu parler de Sergio Conceição, qui est un entraîneur qui est aussi connu en France d'ailleurs, et qui a une mauvaise presse, malheureusement. Est-ce que tu pourrais un peu en parler pas de la personne qu'il est, mais en gros le type d'entraîneur qu'il est, ses tactiques, sa vision du football. Voilà, si tu peux me parler un peu de tout ça. Sergio Conceição, c'est un entraîneur qui demande beaucoup à ses joueurs d'un point de vue physique, que ce soit dans le pressing ou dans la multiplication des courses. C'est un jeu assez direct, beaucoup aussi sur l'individuel, dans le sens où il y a toujours un ou deux joueurs qui sont créatifs et qui vont aider dans ce style, mais c'est vraiment un joueur qui demande aux joueurs d'être physiquement prêt, d'être physiquement là, d'être dans une certaine agressivité vraiment sur le terrain, mais c'est pas, on va dire, c'est pas de la bagarre, mais c'est vraiment être présent, et c'est un entraîneur qui sait motiver ses joueurs, et peu importe ce qu'on peut dire sur cet entraîneur, tous les joueurs qu'il a, que ce soit même à Nantes, ils sont prêts à aller justement à la guerre avec lui, et ça c'est quand même très très fort. Et quand il est revenu à Porto durant 4 ans n'avait aucun titre, il est revenu et il gagne ce championnat, et surtout contre Benfica, avec le but d'Herrera à la 90e minute, donc c'était encore plus beau pour les supporters. Mais Conceição, c'est quelqu'un qui sait motiver ses troupes, et généralement ils sont tous concernés, même sur le banc, même ceux qui jouent pas, ils vont tous être contents, et ils vont tous avoir ce discours-là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vit aussi, justement, c'est quelqu'un qui vit il est passionné en même temps, il est fan du FC Porto, mais un vrai supporter, mais il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Bien sûr que des fois il peut en faire peut-être trop, et justement c'est vraiment pas pour faire de la pub, mais c'était Eliakim Mangala qui me disait ça récemment. Sergio Conceição, il a tellement un grand cœur que parfois il peut faire exploser, dans le sens où en faire trop, et ça peut, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il a tellement un grand cœur que de certains moments il peut un peu oublier un peu qu'il est avant tout entraîneur. Tu sais, sur le côté vraiment à encourager ses troupes dans ce côté-là, à crier, à être énervé quand il perd. Quand il perd, il est énervé, que ce soit en conférence de presse ou autre. Il faut vraiment pas lui parler quand il perd, il faut vraiment pas lui parler. Mais voilà, c'est vraiment un entraîneur qui motive ses troupes. Donc sur ce côté-là, c'est très 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 fort. C'est vrai que les entraîneurs qui sont comme ça, autant imprégnés par un club, en général, c'est émotionnellement, ça peut être très très bien comme très mauvais, oui. C'est vrai. C'est ça, voilà. Il perd, voilà, c'était ce qu'il me disait. Il a tellement un gros cœur qu'il peut parfois perdre le contrôle émotionnel. Mais voilà, il aime ce club, et voilà, hein, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui aime le club à la tête de l'équipe. Eh bien voilà, merci pour Sergio. On va pouvoir aborder ce match qui nous attend, donc quart de finale de Ligue des Champions, match aller à Porto si je ne me trompe pas. Non, les deux matchs sont à Séville. Ah, les deux matchs sont à Séville, pardon. Ah, ça y est. C'est vrai que j'avais oublié qu'on était encore en période Covid. Bon, ça va. Après, ça va. Ça se joue pas en Hongrie, donc tant mieux pour les deux équipes. Ouais, c'est 1h30. C'est 1h30, ça va. De Porto à Séville, c'est 1h30 ? Oui. Okay. Je crois que c'est en avion quand même, mais c'est pas très loin. Oui. Oui. Peut-être que de l'Algarve, c'est environ 1 heure, mais ouais, c'est vrai qu'en voiture, je veux dire. Mais ouais, de Porto, enfin en avion, 1h30, je pense. Même moins, hein, vu la distance. Oui. Voilà. Bref, on travaille pas à Ryanair ou quoi que ce soit, donc voilà. Donc, 9e rencontre entre ces deux clubs. Donc 8 matchs auparavant qui se sont disputés entre les deux clubs. Donc 5 victoires pour Chelsea, 1 nul et 2 victoires pour Porto. Dernière victoire de Porto.
c'est 2-1 en 2015-2016, pardon, face au Chelsea de José Mourinho. Et on se souvient de la tête de Maicon sur le centre de Ruben Neves. Voilà, comme quoi. Et André aussi. Voilà, comme on dit en disant off, déjà, c'est ça. Et dernière victoire de Porto face à un Anglais. On en parlait aussi en off. C'est 5-0 face à Leicester en phase de groupe en 2016-2017 en Ligue des Champions. Et on trouvait déjà dans le 11 de départ des joueurs comme Diogo Jota ou Alex Telles qu'on connaît un peu quand on suit un peu le championnat anglais. Voilà. Oui. Surtout Diogo Jota. C'est ça. Du coup, ce match, du moins à l'aller, comment tu le vois? Est-ce que tu penses que... Alors, moi, c'est la question que je me pose à chaque fois qu'un club joue contre Chelsea. C'est comment ils vont aborder ce match. Est-ce qu'ils vont vouloir les attaquer, les presser haut, les laisser venir à eux? Voilà, comment tu penses que Porto peut aborder ce match? Là, tu l'as vraiment dit, c'est que c'est vraiment difficile de savoir comment Porto va aborder ce match-là. Parce que Porto s'est contré contre Manchester City, justement, en phase de groupe. Oui, ça a très bien fait, a contenu, justement, a fait un bon pressing et a pu sur un exploit de Luis Diaz ouvrir le score. Mais en même temps, Porto peut aussi essayer d'avoir le ballon contre Chelsea. Pourquoi, justement, Porto ne pourrait pas avoir la balle contre Chelsea? Qu'on me dise, voilà, contre la Juventus... c'est pas facile, mais je vois pas pourquoi contre Chelsea, où c'est pas non plus une équipe qui tu me contredis, hein, mais qui aime aussi énormément avoir la balle, je pense. Ça dépend. Il y a tout qui... Tu disais? Ouais, ça dépend en fait. Tourelle, depuis qu'il est arrivé, il est plutôt pragmatique, on va dire ça comme ça. Tourelle, il a changé Chelsea, c'est ce qui va être compliqué aussi pour Porto. Mais Chelsea aussi bon en contre, donc ça va être compliqué, vraiment. Et surtout, voilà, est-ce qu'au match aller, il va essayer parce que logiquement le match aller, il est compté comme à domicile, est-ce qu'il va essayer de plus défendre pour faire un bon résultat à l'aller et du coup essayer après au match retour de marquer et de passer du coup sur ce match retour. Mais ouais, c'est compliqué parce que vraiment, voilà, Porto s'est contré, Porto sait défendre, Porto sait avoir un bloc compact et solide, Porto sait, les joueurs de Conceição savent faire les mouvements ensemble, comme on l'a vu contre la Juve, ils savent tactiquement, justement Sergio Conceição tactiquement, c'est là où il se révèle vraiment beaucoup, c'est contre les grosses équipes, même contre Benfica, c'est là où il fait ses plus belles prestations tactiques. Et du coup, c'est possible qu'il sorte encore quelque chose tactiquement, comme il a sorti contre la Juve, comme il a sorti contre Manchester City au match aller. Il est même capable de mettre 5 défenseurs pour contenir, mais pourquoi pas contrer après derrière. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir quel schéma de jeu il va mettre en place. Oui, et d'ailleurs, à mon avis, ce serait... voilà, je suis pas entraîneur, hein, je suis pas à sa place, mais ce serait vraiment une erreur de jouer défensif face à Chelsea. Parce qu'on l'a vu justement contre l'Atleti en fait lors du match aller où Simeone avait joué en 6-3-1 si je me trompe pas. Donc c'est fort possible. Voilà, donc voilà une formation très très défensive. Et Chelsea avait très très bien su profiter de cela. Ça reste Chelsea, le Chelsea de Tourelle dans le sens où dans les 30 derniers mètres ça bégaye encore un peu, mais ils savent très bien utiliser l'espace, se créer des espaces, faire le jeu. Voilà, ils savent très bien faire quand l'adversaire leur laisse le ballon. Et parce que j'en parlais avec François Maguel Boudet de Fourier Liga. C'est que Tourelle a apporté à Chelsea en fait une sorte de une cohésion qui s'est retrouvée directement en fait, et cette équipe en fait avance en bloc quoi qu'il arrive. Donc si Porto va essayer de jouer défensif en fait, ce sera la chose la plus
quand je peux dire ça, la plus bête à faire face à cette équipe-là, parce que Chelsea va presser, et quoi qu'il arrive, ils vont gagner les seconds ballons. Parce que derrière, t'as des joueurs comme Mount ou Kovacic, voilà, qui ont le coffre physique pour pouvoir se battre au milieu du terrain et récupérer directement les ballons. Donc, voilà, au moins, ne pas faire ça, ça serait déjà un bon point, parce que... Après, Oui, ce qui peut se passer, c'est comme face à Manchester City, du coup, parce que c'est un bon exemple. Il faut être costaud, mais il faut quand même essayer d'aller chercher un résultat contre City, justement, en phase de groupe. Et du coup, il démarre avec 5 défenseurs. Et du coup, avec l'exploit individuel, mais quand même un bon pressing et un pressing haut, Luis Diaz ouvre le score. Et du coup, après, c'est ce qui peut se passer aussi contre Chelsea. C'est essayer d'ouvrir le score rapidement. Parce que Porto est très très bon à l'entame de match. En Ligue des Champions comme contre la Juve et au retour des vestiaires. Donc ce qui peut se passer, c'est aussi ça, c'est essayer d'ouvrir le score assez tôt pour après défendre, parce qu'on a vu que surtout en Ligue des Champions, c'est quand même très costaud derrière. Donc ça peut aussi se passer comme ça. C'est vrai que moi j'ai en tête le match face à la Juve, le match aller. L'ouverture du score, c'est sur un pressing très haut. Je crois que je sais plus qui récupère le ballon. Mais il y a une passe en retrait et Taremi tous les joueurs sont en haut. Oui, voilà. Et Taremi qui est déjà proche du gardien, il arrive à se jeter. Et je crois qu'au niveau de la surface de réparation, dans la surface de réparation ou autour, il y a au moins 3 ou 4 joueurs, si je me trompe pas. Donc, il y avait un pressing vraiment très haut. Dès les débuts de période, c'est Porto monte très vite. Et ça Chelsea pourrait en souffrir, parce que c'est souvent une équipe qui monte progressivement en puissance au fil du match, et c'est vrai que les prendre directement comme ça pourrait être dangereux pour Chelsea. Ce dont je me posais aussi la question, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir en fait comment Porto en fait va gérer les courses intérieures de Mason Mount. Je me pose aussi cette question. Voilà, c'est parce que ce joueur-là, de match en match, honnêtement, moi personnellement, au début de la saison, encore la saison dernière d'ailleurs, je me moquais un peu de lui quand même. Hein. C'était voilà, parce que ça restait quand même une sorte de même. Je pense que tu dois savoir que tous les jeunes Anglais en général, ils explosent vite par la suite, voilà. Et voilà, on fait tous des mèmes, etc. Mais là, on est forcé de constater en fait que finalement, en fait, non. Le petit gars, en fait, il continue de mûrir, il gagne de l'intelligence. Et cette intelligence se retrouve dans ses courses, dans les intérêts, dans les demi-espaces, où il arrive directement à passer de la défense à l'attaque en fait en quelques secondes. Et c'est souvent très difficile à gérer pour un milieu de terrain, que ce soit quand tu dois défendre face à lui, parce que tu dois soit le marquer, soit tu dois lui courir derrière lui pour tenter de reprendre le ballon. C'est soit le prendre très tôt et le bloquer très tôt, voire faire faute. C'est ça. Soit tu le laisses passer et c'est difficile. Voilà, et ensuite, inversement, quand c'est toi qui défends, le mec vient tout de suite te prendre à la gorge. Donc, c'est vrai que c'est... Je me demande comment Porto va pouvoir gérer ça. Après, il y a aussi un autre joueur qui commence à devenir vraiment intéressant à Chelsea. Et c'est totalement grâce à Tourelle, qu'on se dise. C'est Kai Havertz, qui est enfin, on a encore enfin découvert quel type de joueur il était. On connaît pas encore son poste. Et peut-être que c'est ça en fait sa grande force, c'est qu'il est bon sur sur tout le front de l'attaque en fait. Et il y avait cet adjectif ou ce néologisme créé pour Thomas Müller, qui est le Raumdeuter en fait, qui veut dire interprète d'espace en allemand. Voilà, donc on fait du portugais et de l'allemand ici, hein, c'est génial. Qui signifie que, en gros, ça veut dire que ce joueur-là en fait va bouger, va faire du mouvement, va faire des passes pour pouvoir se créer d'espace autour de lui en fait. Et on a enfin trouvé qu'il avait cette force en fait pour pouvoir s'intercaler là où il fallait en fait, soit entre deux défenseurs, soit dans une zone en fait qui était toujours difficile à presser. Tourelle
voilà, enfin réussi à l'utiliser. Et, il y a aussi et là, ça me fait penser directement en fait, au mouvement de l'attaque de Chelsea. En fait, je pense encore au match aller face à l'Atlético, en fait, où tu avais Werner, Giroud et l'ailier droit qui était. Non, à gauche, c'était à gauche. Je sais plus qui était à gauche. Ah, si, c'est. Ça y est, j'ai oublié son nom, c'est le joueur marocain. Ça y est, j'ai un Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, pardon. Bon, Ziyech, en fait, t'avais les trois en attaque, ensemble, en 4-3. Et t'avais Ziyech qui rentrait un peu intérieur. Werner qui redescendait, en fait, qui décrochait. Et t'avais Giroud qui prenait directement la profondeur. Et t'as ce mouvement-là qui est assez difficile à lire, en fait, parce que ça crée tout de suite, en fait, un espace. Et quand tu es un milieu de terrain comme Mount, voire Havertz si jamais il joue en milieu de terrain, tu peux aussi t'y engouffrer pour pouvoir proposer du jeu. Et c'est vrai que ces mouvements, ça va être assez difficile à gérer. Et voilà, c'est vrai que c'est une grosse question par rapport à ça. Après, voilà, là c'est une question que je vais te poser, c'est est-ce que le meilleur moyen de contrer ce jeu de Chelsea, en fait, ce serait pas plutôt de les prendre directement en défense et de les empêcher de relancer? Ouais, par un pressing haut qui a très bien marché contre la Juve et plusieurs fois cette saison. Porto le fait très bien. Après, c'est sûr que moi, quand je vois Chelsea, il y avait trois joueurs, quoi. Il y a Ziyech qui me fait peur, il y a Havertz aussi, mais il y a Mason Mount et Kanté. Et Kanté, du coup, il sera pas là. Et à l'aller, du coup, ça peut quand même être bien pour Porto parce que du coup, Sergio Oliveira aussi ne sera pas là à l'aller et Taremi non plus. Donc le contrôle du milieu de terrain, ça va pas être aussi facile que si Oliveira serait là, par exemple. Mais du coup, il y aura peut-être Gruzic, voire Fabio Vieira. Mais s'il y a Gruzic, défensivement, c'est quelqu'un quand même qui est dur sur l'homme, donc ça peut aider pour ça. Mais après, oui, pour le pressing haut, Porto sait le faire et l'a très bien fait, donc ça peut aussi se faire du côté de Sergio Conceição. Et oui, surtout Chelsea, une fois que c'est lancé, ça va très vite. Donc autant prendre quelqu'un et empêcher les relances dans leur moitié de terrain que de les laisser prendre cet espace et ensuite créer ce déséquilibre. Oui. D'ailleurs, tu fais penser qu'il faut rappeler la liste des blessés pour Chelsea. Donc, on a Hudson-Odoi qui sera sûrement absent, qui est blessé à l'épaule. Donc, Kanté, t'en as parlé. Moi, de ce que j'ai compris pour l'instant, ça reste incertain. Voilà, donc on sait pas trop ce qui se passe par rapport à son muscle. Je sais plus du tout où il est blessé, mais voilà. Tammy Abraham sera aussi absent également, et il serait absent aussi, et ainsi que Thiago Silva, on sait toujours pas quand il va revenir. Et d'ailleurs, ça me fait penser que peut-être que ça manquera peut-être de caractère en défense pour pouvoir le cas échéant gérer un pressing haut de la part de Porto. Porto, juste pour ajouter un petit truc, c'est que Porto, vraiment, dès que Porto arrive à contrôler le milieu de terrain, ça se passe tout de suite mieux. Ouais. Et après, c'est vrai que ça m'a fait penser aussi à une chose, c'est que l'année dernière, en 16e de finale de Ligue Europa, Porto, du coup, a rencontré le Bayer Leverkusen avec, du coup, Kai Havertz, et il avait marqué. Donc Conceição a dû le remarquer, et je pense qu'il va quand même essayer de faire quelque chose cette fois-ci. Oui, c'est possible. Mais d'ailleurs, je me demande qui pourrait jouer à la place de Kanté en fait, dans 3-4-3 dans le milieu de terrain. Je pense que ce sera quand même Kovacic. Kovacic sera forcément titulaire parce que il a prouvé que c'est un excellent joueur et que il est vraiment devenu indétrônable en fait, au milieu de terrain, je pense. Et est-ce que ce sera Jorginho? Est-ce que ce sera Billy Gilmour? Là, je pense pas parce que ça va être un peu juste quand même pour un petit jeune de débuter dans une rencontre aussi importante. Je sais pas qui pourrait jouer à la place de Kanté. Surtout avoir ce volume de jeu. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça va être compliqué à pallier comme absence.
C'est vrai que là, j'y ai pas pensé comme ça, mais c'est vrai que ça va être compliqué parce que pour ceux qui ne suivent pas trop l'Angleterre, Kanté cette saison, il est très très bien revenu, même ces derniers mois. Je sais pas voilà, ceux qui nous écoutent ou ceux qui suivent pas forcément la Première Ligue, c'est que depuis la Coupe du Monde, il a eu beaucoup de mal quand même à revenir à son niveau d'antan. Et là, vraiment, depuis le début de la saison, on a retrouvé le Kanté, voilà, la petite mobilette qui court partout, qui a, on va dire, la moule sur le rocher, en fait, qui te lâche jamais. Voilà, on l'a retrouvé enfin. Et pour le plus grand fan, enfin, pour le plus grand bonheur des fans de Chelsea et de l'équipe de France d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça va être compliqué quand même pour le remplacer, à moins que les dieux soient du côté de Chelsea et qu'ils reviennent pour ce match-là, quoi. Non, mais Porto aussi, du coup, Oliveira, ça sera quand même une grosse perte. Et aussi offensivement, Taremi, on en avait parlé aussi en off, il sait vraiment ce qu'il sait faire et il le fait très bien. Et ça va être dur aussi parce que Porto se repose aussi beaucoup sur lui de haut but. Il est extrêmement calme. Et donc là, avec Marega, il va falloir, c'est aussi plus de profondeur. Donc ça va aussi être différent, une approche différente. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Les joueurs sont prêts à rentrer. Donc, mais je crois... Ah non, en fait, pardon. En fait, Taremi avait pris un rouge. En fait, c'est parce que je sais que les cartons... Enfin, en général, pas en général. Mais les cartons sont remis à 0 à partir des quarts de finale. Mais ouais, du coup, Taremi ne jouera pas. Malheureusement. Parce que du coup, ouais, on a le temps d'en parler un peu, mais il est assez étonnant quand même, cet attaquant iranien, du coup. C'est quand même un colosse, hein, quand même. Je sais pas, là je suis en train de vérifier, mais voilà, il mesure 1m87 et je le trouve très très mobile en fait. Mine de rien, il arrive à se déplacer assez rapidement. Et justement sur ce pressing face à la Juve, voilà, normalement les attaquants qui pressent de cette manière, c'est des petits attaquants plutôt soit rapides, enfin plutôt fins entre guillemets et petits. Et là, t'as un mec voilà, assez grand balèze qui arrive un peu à suivre la cadence, quoi. Moi, je trouve ça aussi impressionnant. Ouais. Que ce soit lui ou Marega, vraiment, au niveau du pressing, il donne beaucoup. Et Taremi, oui, avec le ballon, il est très calme, très très calme. Des fois tu te demandes même, par exemple, il a le ballon et il met quand même, il est rapide, hein, mais il met quand même du temps avec le ballon, à chercher une solution, par exemple, et tu te dis, mais il va perdre le ballon. Mais il la perd que très rarement, en fait. Les joueurs viennent se coller à lui, mais il la perd pas. Il arrive à donner la balle à ses partenaires. Mais oui, il a quand même d'expérience. Il a 28 ans. Donc, ça va quand même être une grosse perte pour ce match aller-là. Il est très très bon. Et en plus, avec Marega, ça fonctionne bien. Donc à voir. Mais ça va être une grosse perte. Oui, et du coup, on n'en a pas encore parlé, mais Porto, du coup, joue principalement en 4-4-2. Avec justement ce duo d'attaque Taremi Marega qui fait trembler le Portugal. quand ça fonctionne, ça marche bien. Ils ont été les deux dès qu'ils ont commencé à être ensemble. Au début, quand Taremi est arrivé, il a pas tout de suite joué. Marega a des fois joué tout seul, des fois joué à côté de Luis Diaz. Mais dès que la paire a commencé à jouer ensemble, ça a tout de suite matché parce que les deux se complètent vraiment. Et du coup, Taremi a été décisif, Marega a recommencé à être décisif, donc c'était parfait. Porto avait enfin trouvé son numéro 9 qui vraiment qui manquait depuis. On se souvient des Falcao, des Jackson. Et Marega, c'est différent parce que Marega prend beaucoup la profondeur et se dépense vraiment beaucoup physiquement. Au niveau du pressing, l'intensité, il donne vraiment beaucoup. Il sort toujours en eau, comme on a pu le dire. Mais du coup, avec Taremi, ça fonctionne vraiment très très bien les deux. Donc c'est dommage, surtout au vu de l'expulsion évitable des deux côtés, du point de vue de l'arbitre et aussi peut-être du point de vue du joueur. C'est vrai que ce carton rouge à la Van Persie contre Barcelone, c'était quelque chose.
Du coup, on va pouvoir aborder la dernière partie de ce podcast et on va dire les espoirs que peut encore avoir le Porto et qu'est-ce qui pourrait arriver cet été, des changements dans l'effectif. Je sais pas, Pépé qui re-signe pour 5 ans par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Pep, Pep plutôt. Ouais, Pep, pardon. Pep, Voilà, moi, je pense que le niveau des signatures, ça sera d'année en année. Je pense que chaque fin de contrat, il va voir si c'est encore possible pour lui physiquement. Mais il n'y a pas de raison. Déjà l'année prochaine, je pense qu'il sera là. Et au niveau de l'effectif, du coup, tu penses qu'il y aura un remaniement? C'est possible. Là, il y a Otavio qui a signé, qui a re-signé de longue durée avec le club, alors que le Milan, justement, le suivait, par exemple. Donc, c'est quand même bien. Porto arrive à faire re-signer ses cadres, parce que Otavio, c'est clairement un cadre aujourd'hui. Et surtout, ça vient de la formation aussi. On a pu le voir avec l'Euro Espoir, mais il y a Fabio Vieira, et il y a surtout le fils de Sergio Conceição, du coup, qui n'a que 18 ans, qui a déjà joué un peu contre la Juventus, qui joue en championnat, qui fait des entrées, des très bonnes entrées en championnat. Et je pense que c'est avant de parler de l'été, c'est quand même la plus grosse recrue de l'hiver. C'est ce changement il passe du FC Porto B, donc en deuxième division, il était très très bon là-bas, à l'équipe principale. Et ça fait du bien parce que quand il est sur le banc, dès qu'il rentre, il apporte quelque chose. Donc, que ce soit des pénaltys, que ce soit de la percussion, que ce soit par ses dribbles. Donc c'est top. Il a 18 ans, il a un peu cette fougue-là. Et c'est le fils de l'entraîneur. Mais franchement, il mérite des titularisations. Oui, ça va. Il a clairement prouvé. Enfin, il n'y a même pas ce problème de se dire que c'est le fils de l'entraîneur. Ouais. C'est clairement un crack, comme on aime le dire, et il a vraiment un futur, un très très beau futur. Oui, c'est vrai que c'est pas le fils de l'entraîneur comme on a connu nous le dimanche après-midi, hein. Le mec qui était totalement nul mais qui jouait quand même parce que papa était coach, quoi. Voilà, je pense qu'on a tous connu ça. Et sinon, non, mais on dirait Messi. Oui. On dirait Messi. Ah, ok. c'est ça, c'est Messi. En tout cas, pas dire voilà, mais c'est vraiment un profil semblable à Lionel Messi. Dans ce cas, j'ai vraiment hâte de le voir jouer si tu. S'il fait une entrée, il n'y a pas de raison qu'il n'apporte rien, parce que jusqu'à présent, toutes ses entrées, même en 10 minutes, il apporte quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour le Porto d'ici la fin de la saison? Voilà, est-ce que ça serait la remontada au classement et ensuite faire le doublé de Ligue des Champions? Est-ce qu'on pourrait leur espérer ça? Au niveau du championnat, rien n'est impossible. Quand c'est ça, on l'a dit, tant que mathématiquement ça reste possible, ils vont jouer les coups à fond. Maintenant, le Sporting, on a l'impression qu'ils sont lancés et qu'il n'y a rien qui... C'est une équipe qui, même si, comme on l'a vu, perd 1-0 à 10 minutes de la fin, va gagner le match. On a l'impression qu'ils ont cette étoile, comme on aime le dire, une grosse étoile, mais en même temps, ils volent pas leur victoire. Donc, on a l'impression qu'ils sont lancés. 10 points, il reste 10 journées, c'est pas impossible. Surtout dans le championnat portugais, comme les 2 dernières saisons, par exemple, c'est Porto qui a une grosse avance. Et c'est Benfica qui est champion. Et la saison dernière, c'est Benfica qui avait 7 points, qui pouvait être à 10 points. Et au final, qui perd le championnat. Et c'est Porto qui est champion. Donc, tout est possible. On va pas dire que c'est impossible. C'est compliqué. Mais je pense que le groupe doit y croire. De toute façon, il faut y croire, quoi. C'est le football. On sait jamais. Et après, en Ligue des Champions, je sais pas si c'est des signes. On voit Sergio Oliveira qui fait la même célébration instinctivement, il l'a dit, que Costinha contre Manchester en 2004. Il y a des petits signes, il y a éliminer la Juventus. Maintenant, c'est compliqué, hein, mais à partir des quarts de finale, tout est possible. Et en plus, si tu passes, tu n'affrontes pas ou Paris, ou le Bayern, ou Dortmund, ou City. Et voilà. Mais malgré ce que beaucoup peuvent le dire, Porto, c'est pas forcément un tirage facile.
c'est loin d'être un tirage facile. La motivation contre Chelsea, ça va être important. Je pense que quand j'en parle, c'est vraiment ça. C'est celui qui en voudra le plus va passer. Et rien n'est impossible. Vraiment, Sergio, justement, on reparle de Sergio Oliveira, mais c'est vraiment dans son interview d'hier, il dit voilà, Porto n'a pas de limite. Ils vont jusqu'à où ils pourront et ils verront bien. Et voilà, même Conceição justement aujourd'hui en conférence de presse, on lui dit est-ce que un voyage de plus à Séville justement pour la Ligue des Champions, justement vous allez à Séville et tout, est-ce que ça vous dérange? Non, ça nous dérange pas, et puis même on aimerait même d'autres voyages, et même d'autres voyages supplémentaires pour les demi-finales ne nous dérangeraient pas. Donc il le dit en rigolant, mais je pense que le groupe doit y croire. Pourquoi? Porto a une histoire, Porto a plus de Ligue des Champions que beaucoup d'équipes qui sont présentes ici. Donc pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose? C'est compliqué, mais pas impossible. Voilà. Mais il faut. De toute façon, c'est le football, hein. C'est la beauté du football. Et ben sur cette note d'espoir, on va se quitter. Donc merci à toi, Rémi Martins. C'était un plaisir. Et merci à toi. Voilà, mais puis surtout merci à toi d'avoir accepté l'invitation, quoi. Donc on peut te retrouver sur ton site, donc rmjournaliste.com, donc qui parle principalement de l'actu du foot portugaise, et que ce soit en français. Surtout des interviews après en français portugais. Les prochaines qui arrivent sont plutôt top. Tu peux nous en parler un peu? C'est sur Twitter. De quoi? Tu peux nous en parler un peu en avant-première pour faire saliver les gens? C'est plutôt bien. C'est portugais et c'est plutôt bien au niveau titre européen. Très bien. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.